Maintenant, on va passer à un nouveau chapitre qui est la détermination de la séquence d'un acide nucléique. Donc, après criblage du clone désiré ou du clone qui contient le gène désiré, donc ça vient la caractérisation fine de ce gène qui doit passer bien sûr par son séquençage, c'est-à-dire la connaissance de la composition et de l'ordre des nucléotides qui composent ce gène-là. Donc, comment séquencer notre gène? Le principe des méthodes de séquençage est de disposer d'un fragment d'ADN marqué à une de ses extrémités et de le soumettre à un traitement, ou bien chimique ou bien enzymatique, qui va produire une série de sous-fragments, mais ces fragments ne diffèrent entre eux que par une seule base. Et puis séparer ces fragments selon leur taille afin d'identifier les bases terminales. Donc la technique fait intervenir l'électrophorèse sur jet de calamide dénaturant qui sépare des molécules d'ADN simple brun, et c'est tellement sensible qu'elle permet de séparer les fragments dont les longueurs ne diffèrent que par un seul nucléotide. On a deux méthodes de séquençage, la méthode chimique de Maxam et Gilbert, ou séquençage par destruction de base, et la méthode enzymatique de Sanger, ou séquençage au didésoxynucléotides. Donc le séquençage par destruction de base, donc premièrement, les extrémités 5' de l'ADN à séquencer sont marquées au phosphore radioactif. Donc l'ADN doit être dénaturé et les brins séparés pour vraiment procurer une population homogène de molécules d'ADN à simple brin marqué à l'une donc des extrémités. Mais actuellement, donc on peut utiliser donc l'ADN tel qu'il est double brin et il est marqué à une des deux extrémités. Donc l'avantage de cette méthode qu'il n'est pas nécessaire de séparer les brins avant d'effectuer les réactions de séquençage. Ça veut dire qu'il suffit à ce que l'ADN double brin, à ce qu'il soit marqué à une des deux extrémités et qu'il est double brin, et on peut aussi utiliser cette technique et séquencer par destruction de base selon Maxam et Gilbert. Donc 4 échantillons d'ADN sont ensuite soumis à des réactions chimiques différentes qui détruisent une ou deux bases particulières. Donc on a 4 tubes. Dans le premier tube, on détruit les G. Dans le deuxième tube, les A et les G. Troisième, les T et les C. Et le quatrième, les C. Donc je vais prendre l'exemple des G. Donc en fait, on met des produits chimiques qui vont détruire les G. Comme ça, on aura des fragments vraiment qui sont coupés au niveau des G qui sont détruites. Donc pour les G, on met de la piperidine avec le DMS, le diméthylsulfate. En fait, le diméthylsulfate, c'est méthyle léger in vitro, et la piperidine, elle vient détruire les G méthylés. Donc en détruisant les G méthylés, on affaiblit donc le squelette au niveau des G méthylés, et par suite, ça casse au niveau de ce G qui a été méthylé, qui a été détruite par la piperidine. Et c'est comme ça, on aura plein de fragments qui ont été détruits au niveau des G méthylés. Donc, par suite, différentes tailles de fragments qui ont été vraiment méthylés au niveau des G de cette séquence et par suite détruits au niveau de ces G-là. On a une destruction et par suite une coupure au niveau de ces G. Et par suite, on aura plein de fragments qui sont marqués à leur extrémité, mais qui ont été coupés au niveau des différents G qui existent au niveau de la séquence du gène à séquencer. Pour la destruction des A et G, c'est de la piperidine à pH très acide, pH 2. Pour les T et les C, c'est hydrazine avec piperidine. Et pour les C uniquement, c'est hydrazine avec force saline élevée. Donc, la perte d'une base rend le squelette sucre-phosphate bien sûr fragile et par suite plus susceptible d'être brisé à cet endroit. Donc, les concentrations des réactifs chimiques doivent être ajustées de telle manière à ce que seulement une seule base par fragment soit détruite. Ainsi, pour chaque réaction, les diverses positions de la base correspondante et qui a été détruite fourniront les segments marqués de taille différente. Après séparation sur gel et après autoradiographie, le gel est lu du bas vers le haut et la séquence du fragment d'ADN est directement déduite. Là, sur le schéma,
je vais vous expliquer la méthode de Maxam et Gilbert. Donc, notre fragment qui est marqué à une de ses extrémités par le phosphore radioactif. Donc, on a 4 expériences dans 4 tubes différents. Dans la première, on a les réactifs qui vont permettre la destruction des bases G. Dans le tube 2, la destruction des bases A et G. Dans le tube 3, la destruction des bases T et C. Et dans le tube 4, la destruction des bases C. Donc, je vais vous parler de G, le premier tube. Donc, on voit bien que dans le tube 1, on aura vraiment la destruction des 3 bases G qui sont au niveau de la séquence de notre gène. Donc, on assiste à l'obtention d'un fragment qui est long, d'un fragment qui est moyen, d'un fragment qui est petit. Quand je passe ça sur gel, donc ça va refléter donc, la position de ces G au niveau de mon fragment, ou au niveau de mon gène. Donc le grand fragment, ça veut dire G, c'est plus loin. Le moyen fragment, c'est au milieu à peu près, et le petit fragment, ça veut dire c'est très proche de l'extrémité marquée. Et comme l'extrémité, une des 2 extrémités est marquée, donc seulement l'extrémité marquée qui va être visualisée. Et comme nous avons ajusté la concentration des réactifs de telle manière à ce que ça coupe une fois par fragment, donc, à une base par fragment, donc on aura comme ça, sûrement, donc à chaque fois, on aura une coupure au niveau d'une base à la fois, et par suite, on aura donc les 3 fragments là au niveau de notre gène. Donc, on a 3 G, donc on aura donc 3 fragments qui ont été à chaque fois coupés au niveau d'une G. Et idem pour les A et G. Mais en comparant avec la réaction des G, on peut déduire les A. De même au niveau des T et C et au niveau de C tout seul, donc quand même, donc on peut comparer entre tube 3 et tube 4 ou réaction 3 et réaction 4 et on peut déduire comme ça, tout ce qui est commun ce sont les C et on peut déduire comme ça les T. Donc si on lit du bas du gel vers le haut du gel, donc la bande la plus basse qui est dans le tube 3, ça veut dire c'est la base au niveau de laquelle on a coupé et qui est vraiment la plus proche de l'extrémité qui est marquée. Donc la base la plus proche, c'est un T. Puis au-dessus, on a un A. Puis au-dessus, on a un A. On a après un G, puis c'est commun. Puis on a un T. Puis on a un T. Puis on a un A. Et ainsi de suite. Et comme ça, on peut aller du bas du gel vers le haut du gel. On peut déduire directement la séquence 5'3' du fragment qu'on veut séquencer. Donc à droite, je vous ai donné vraiment un vrai gel après autoradiographie d'un gel de séquençage selon Maxam et Gilbert. Et comme ça, vous pouvez vous entraîner pour déduire la séquence, donc la séquence du gène d'intérêt. On passe au séquençage aux didésoxynucléotides. Donc, cette méthode est basée sur l'ADN simple brun. Il faut dénaturer l'ADN, mais on n'a pas besoin de le séparer. Donc, mais il faut le dénaturer, il faut le rendre simple brun. Et la synthèse d'ADN, ça se passe en présence de didésoxynucléotides, les DDNTP, qui sont des oxynucléotides, mais qui sont dépourvus du groupement 3'OH. Ça veut dire que ces didésoxynucléotides peuvent être incorporés dans une chaîne d'ADN en cours d'élongation, mais ils bloquent la synthèse parce qu'ils empêchent la liaison d'un nucléotide suivant. Donc, en fait, au départ, on prépare 4 tubes. Quand on a l'ADN qui a été dénaturé, qui est simple brun, correspondant à la séquence recherchée, plus une ADN polymérase et un court segment d'ADN marqué qui va servir comme amorce. Et donc, dans chaque tube, on met une petite quantité d'un DDNTP différent à chaque fois dans chaque tube. Le tube 1 DDATP, le tube 2 DDTTP, le tube 3 DDCTP et le tube 4 DDGTP. En même temps que les autres désoxyribonucléotides qui sont normaux, qui sont les DNTP. Donc, en fait, l'amorce nucléotidique va s'hybrider par appariement de base au fragment d'ADN monocaténaire dont on veut déterminer la séquence. Et à partir de l'extrémité 3'OH de l'amorce appariée, l'ADN polymérase synthétise le brin complémentaire de l'ADN matrice en présence de désoxynucléotides.
Donc, dans chaque tube, le DDNTP ajouté est incorporé dans les fragments en cours d'élongation. Donc, chaque fois qu'un DDNTP est incorporé à une position, l'élongation de la chaîne est stoppée, ce qui génère un ensemble de molécules de différentes tailles, mais se terminant toutes par le même DDNTP. Donc, il faut bien sûr ajuster les concentrations des DNTP et du DDNTP correspondant. Donc, ça veut dire les DNTP et le DDNTP correspondants sont ajoutés en quantité adéquate. Comme ça, tous les fragments d'ADN synthétisés ou nouvellement synthétisés et se terminant par ce DDNTP seront représentés. Donc, le contenu des 4 tubes A, C, G et D est ensuite analysé par électrophorèse sur jet d'acrylamide en conditions dénaturantes. Les différents fragments radioactifs néosynthétisés migrent en fonction de leur taille et sont séparés à la base près. Donc, l'autoradiographie est réalisée après migration des molécules dans le gel. La séquence 5'3' du brin nouvellement synthétisé peut être lue sur l'autoradiogramme du bas du gel vers le haut du gel. Et comme ça, on peut en déduire après la séquence du brin d'ADN matrice correspondant. Donc là, sur le schéma, donc je vous montre à droite un didésoxyribonucléotide qui est utilisé donc dans le séquençage selon Sanger. Donc, et on voit 3' qui est H et non pas OH, et ce qui empêche donc la polymérisation d'autres nucléotides derrière. Donc, et à gauche, je vous présente donc le séquençage au didésoxynucléotide et la réaction avec le DDATP. Donc, on voit là l'ADN donc à séquencer, l'amorce qui s'hybride sur une partie de cet ADN-là et qui est marquée, l'amorce qui est marquée, en présence du polymérase et des 4 DNTP, ATCG, et en présence d'un DDNTP qui est ici le DDATP. Donc, je vous présente une des 4 réactions. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on a besoin d'incorporer un A, donc on peut avoir un DDATP qui s'incorpore et par suite arrêt de la polymérisation. Donc, d'où on peut avoir un arrêt au niveau donc, du T, de l'ADN matrice qui est au milieu, ou bien du T qui est un peu plus loin, ou du T qui est à la fin de la séquence. Donc, du coup, on doit obtenir 3 types de fragments qui se terminent par le DDATP, montrant ou mettant en relief le positionnement des T qui sont au niveau du brin matrice. Et comme ça pour le DD-TTP, pour le DD-CTP, pour le DD-GTP. En comparant donc ces 4 lignes, ces 4, comment dire, les positions relatives des bandes dans les 4 pistes, et en lisant le gel du bas vers le haut, on peut déduire la séquence 5'3', donc de l'ADN nouvellement synthétisé. Si on veut l'ADN matrice, on peut faire le complémentaire. Ça va être 3', 5' et la séquence complémentaire de ce qu'on tire directement du gel. Et j'aime bien noter là que ce soit par la méthode chimique ou par la méthode enzymatique, pour vérifier donc le séquençage, donc souvent on séquence le brin complémentaire. Ça veut dire, moi, souvent, je me base sur un des 2 brins de l'ADN matrice. Donc, pour vérifier que j'ai bien séquencé donc, mon ADN matrice, je séquence le brin complémentaire pour voir si j'obtiens toujours la même séquence. Donc, à gauche, on a un gel obtenu selon la méthode de Sanger. Et vous pouvez vous entraîner pour déduire la séquence, donc la séquence du gène d'intérêt. Et à droite, là, on voit comment dire, résultat des 4 réactions, mais au lieu d'utiliser l'autoradiographie ou la radioactivité, c'est la fluorescence. Ça veut dire que l'amorce est marquée par un fluorochrome. Vous savez que veut dire fluorochrome, c'est une molécule qui peut être excitée par une lambda donnée et qui émet une autre lambda.
Donc, et pour chaque réaction, pour la réaction de A, de T, de C, de G, là par exemple, ils ont marqué l'amorce avec un fluorochrome qui est différent. Donc comme ça, on aura vraiment les pics des différentes bases qui vont être, comment dire, détectés par différentes couleurs. Et ce type d'amorce marqué à des fluorochromes, avec des fluorochromes différents, est vraiment utilisé dans les automates de séquençage, où vraiment on peut, dans un seul trou, mettre vraiment les 4 réactions, le produit des 4 réactions, parce que pour chaque réaction, on a une couleur différente ou un fluorochrome différent. Donc, dans les automates, on n'a pas d'activité, c'est plutôt la fluorescence qui est utilisée et on marque l'amorce ou le primer par un fluorochrome et on peut aussi, pour chaque réaction, marquer l'amorce par un fluorochrome différent. Donc, les différences entre les deux techniques de séquençage chimique et enzymatique, le séquençage chimique, il est limité du point de vue taille du fragment à séquencer. Donc, on peut seulement séquencer à peu près 200 à 300 paires de bases d'un seul coup, alors que la méthode enzymatique, c'est beaucoup plus, le fragment peut être beaucoup plus grand et on peut aller jusqu'à 800, même 1000 paires de bases. Et donc, dans la méthode chimique, on détruit, on séquence en détruisant, alors que dans le séquençage enzymatique, donc on synthétise et on déduit d'après la synthèse la séquence de notre ADN. De plus, dans le séquençage chimique, on déduit directement donc la séquence de l'ADN matrice en lisant directement sur le gel, alors que dans le séquençage enzymatique, on peut déduire directement la séquence de l'ADN nouvellement synthétisée et puis en faisant la séquence complémentaire, on peut déduire la séquence de l'ADN matrice ou de l'ADN qu'on veut donc séquencer. Donc actuellement, comme je vous ai dit avant, l'autographie a été remplacée par la fluorescence et au lieu d'étiqueter donc le primer ou l'amorce par la radioactivité, on l'étiquette ou on le marque par un fluorochrome et c'est très utilisé dans les automates donc de séquençage. Donc au départ, c'était l'idée de faire quatre fluorochromes différents pour les 4 réactions et comme ça on met dans le même trou du gel et on peut déduire comme ça facilement par un système optique adapté, on peut déduire donc la séquence du gène d'intérêt, mais en fait ça a été confronté par le fait que les différents fluorochromes peuvent interférer et par suite interférer avec la migration des différents fragments au moment de l'électrophorèse. Ça peut interférer et par suite changer comment dire, la migration ou le positionnement des différents fragments au cours de la migration sur le gel. Parce que selon la taille de ces fluorochromes, ça peut ou bien ralentir ou bien ça peut vraiment ralentir ou, comment dire, speeder plus la migration de ces fragments-là. Mais actuellement, on dit un seul fluorochrome et ou bien l'amorce c'est ce qu'on appelle dye primer, ça veut dire ou bien c'est le primer ou l'amorce qui porte ce fluorochrome, c'est un seul fluorochrome, ou bien la fin, ça veut dire c'est le didésoxy qui porte cette fluorescence. Terminator, qu'on appelle dye terminator, ou bien dye primer, ou bien dye terminator. Et le dye terminator, il est avantageux parce qu'en fait, c'est moins coûteux et aussi, ça permet d'éliminer tout ce qui est artefactuel, tout ce qui est vraiment segment non spécifique, synthétisé mais non spécifique et qui vont vraiment faire bruit de fond, qui vont vraiment nous gêner dans le traitement des données. Et donc là, j'aime bien dire que en fait, dans les automates, c'est tout ça, c'est à la base des automates utilisés en séquençage. Et dans le séquençage automatique, seulement on prépare le mélange. On met dans l'automate et lui, il fait tout après. Et souvent, l'électrophorèse qui est utilisée dans les automates, c'est à base d'électrophorèse capillaire qui est vraiment très résolutive et très performante. Pour terminer, quelques mots sur le séquençage de l'ARN.
On peut donc séquencer de l'ARN en le transformant en ADN par rétrotranscription et par suite séquencer l'ADN par les techniques classiques, séquençage classique. Bien que le séquençage de l'ADN soit plus facile que celui de l'ARN, bien sûr, en raison de sa grande stabilité, donc il est quelquefois nécessaire de séquencer l'ARN directement. Comment? Cela est réalisé grâce au clivage spécifique donc des bases de l'ARN qui est marqué en 5' en utilisant des RNases qui clivent l'extrémité 3' à un nucléotide particulier. Donc ainsi, nous disposons de plein d'RNases, 4 RNases qui clivent à des bases bien déterminées. Donc, en gérant les quantités d'enzymes et le temps de digestion, comme ça, on peut générer un démaillage de produits de clivage qui sont analysés sur gel de polyacrylamide dénaturant. Donc, les RNases qui sont utilisées sont RNase T1 qui clive après G, RNase U2 après A, RNase FIM qui clive après A et U, et RNase BC qui clive après U et C.